comparaison au niveau de croissance, 16,4% enregistré en 2021. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour notre premier webinaire de l'année 2023. Ensemble, nous allons nous entretenir sur le thème « Quel apport de la diaspora dans l'économie africaine ?» Ce webinaire nous emmènera à échanger avec des panélistes de différents pays de la planète, africains et résidant depuis plusieurs années dans leur pays d'adoption. Il nous sera question au cours de nos échanges de savoir d'abord quelle est leur activité, pourquoi avoir décidé de s'installer là où ils s'y trouvent et nous dire concrètement qu'est-ce qu'ils apportent dans leur pays d'origine. Ce webinaire sera interactif avec les panélistes et les participants qui suivent le direct que nous faisons sur le canal de la plateforme. Je vais laisser la parole en premier à une dame qui se nomme Madeleine Taylor Mendy, CEO fondatrice Scandine Afrique Group au niveau de Danemark. Elle aura l'occasion de se présenter et de nous dire quel est le motif qui l'a envoyé à s'installer au Danemark. Et cela se fera en 5 minutes. Chacun de vous va prendre la parole aussi dans la même question. Donc, je laisse la place à Madame Mendy à se présenter et à commencer notre webinaire. Merci. Merci à tous. Donc, je salue déjà premièrement Nadège, je te salue et je te remercie énormément pour cette invitation. C'est un plaisir. Je remercie aussi toute l'équipe technique parce que c'est un travail. Et je me réjouis d'être sur cette plateforme Made by un Africain. Et donc, du coup, moi, je fais beaucoup, depuis le Covid, des réunions virtuelles. Et je sais que je vais utiliser cette plateforme parce qu'elle a été super bien organisée. En 2 clics, on a pu entrer. Et aujourd'hui, on est connectés ensemble de par le monde. C'est juste magnifique. Donc, je me présente. Donc, oui, je suis Madeleine Taylor Mendy. Donc, je suis originaire de la Guinée-Bissau. Donc, je suis née en France. Et puis, j'ai vécu quelques années en Scandinavie, au Danemark. Plus précisément, une quinzaine d'années, mais entre 15 et 18, parce que j'ai fait quand même pas mal d'allers-retours. Ce qui m'a poussé, moi, personnellement, à aller au Danemark, c'est que déjà, nous, en tant qu'Africains de la diaspora, on fait quand même partie de la première génération d'enfants de parents issus de l'immigration nés en Europe. Et ça, il faut le souligner, c'est très important. Parce que nos parents, nos arrière-grands-parents, pour la plupart, ont combattu. Et pour ma part, venant de Guinée-Bissau, nous avons eu 11 ans de lutte par notre grand-père et Amical Cabral qui a obtenu, et il a été l'un des seuls, on a été l'un des seuls pays de la sous-région à avoir obtenu notre indépendance dans le combat. Par la guerre. Et donc, du coup, nos grands-parents se sont battus pour l'indépendance. Nos parents, ils se sont battus pour nous offrir un avenir meilleur, donc en quittant l'Afrique. Pour la plupart, ils ont immigré au Sénégal pour la première génération. Et ensuite, par la suite, ils sont arrivés en Europe. Et nous, première génération d'enfants de parents issus d'immigration, donc moi, je parle des années 70-73, dont je fais partie. On est né en Europe, on a grandi en Europe et puis on est européen. Et donc, voilà, dans cette Europe qui m'a tout donné, parce que moi, je suis française et je suis aussi fière d'avoir reçu cette éducation et ce cursus français. J'ai une amie qui est danoise, Vibeke Wara, que je salue, elle doit certainement suivre ou elle suivra par la suite, qui... et elle a fait le cursus contraire, elle a quitté le Danemark et elle est venue vivre une quinzaine d'années en France. Et au bout de 15 ans, elle a décidé de quitter la France et de repartir au Danemark. Et c'est dans ce cadre-là que je l'ai accompagnée pour des vacances. Et puis quand je suis arrivée au Danemark, à 1h30 d'avion de Paris,
avec ce calme absolu, cette propreté, cette éthique. Voilà, ce pays m'a vraiment beaucoup attirée et parlé, et j'ai décidé de m'y installer. C'est comme ça que j'ai quitté la France pour 1h30 d'avion, hein, parce que techniquement c'est 1h30 d'avion, et je me suis installée au Danemark et j'y ai vécu pas mal d'années. Je parle danois, je parle français, je parle anglais et je parle la langue maternelle que je partage avec une des panélistes qui est Marguerite, qui va se présenter, qui est le Mandjak. Donc, le Mandjak. Donc, Mangal Pulmbos Bayetunji Bling tout, de Obabo, de Mundo Bling tout. Donc, c'est une espèce de c'est une langue africaine, mais avec une connotation un peu créole, parce que la Guinée-Bissau est un pays lusophone et donc une ancienne colonie portugaise. Donc, voilà pour la petite présentation. Je vais laisser quand même la place aux autres. Et je pense que ça fait 5 minutes là. Hein. Ok, donc je vais laisser la place à un homme. On va faire l'équilibre des choses. Et là, je laisse la place à Monsieur Amadou Diawara, qui est le CEO fondateur du CIRTIC et président du CDA, du Cluster Digital Africa. Donc, Amadou, tu as la parole. Écoute, je pense que ça, c'est quelque chose de formidable. Merci pour cette parole que vous me donnez. Et je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que, écoute, Madeleine, tu as parlé, je crois qu'on est tous les deux franco. Aujourd'hui, je suis de Montreuil et je suis rentré au Mali en 2010. Et voilà, aujourd'hui, d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon groupe fête ses 13 ans aujourd'hui. Ça fait 13 ans qu'on est là. Après, je suis content que la diaspora danois soit avec nous parce que je vais écrire un message à l'ambassadeur de Danemark. Tiens, il y a une danoise en ligne avec moi, il faut vous connecter. Excellence, parce que c'est important, on ne la voit pas très bien. Et c'est vrai que je suis de on appelle les Soniqués, on est beaucoup à l'immigration. On est en Guinée-Bissau, on est en Côte d'Ivoire, on est en France, on est partout dans le monde. Il n'y a pas un pays où on n'y est pas. Ça, c'est sûr, certain. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai la chance de diriger un groupe qui est présent en Côte d'Ivoire, au Niger, au Rwanda, aux États-Unis et à Toulouse. Et dans l'ingénierie informatique, aujourd'hui, on travaille sur le développement de solutions pour donner de la souveraineté à l'Afrique en termes de numérique. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir que j'ai eu la chance de créer ce groupe-là et qu'on emploie les jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi en tant que membre de la diaspora, le retour de venir. Mais bon, voilà, je pense qu'on aura l'occasion de parler de tout ça. C'était de me présenter brièvement, puisque j'ai déjà une amende qui court sur la tête. Je ne vais pas rajouter beaucoup plus. Mais en tout cas, bravo d'être avec vous, Margaret et Marcelin. Et puis, voilà, donc Nadège, merci pour cette invitation et merci d'avoir utilisé ma plateforme aussi. Et ça m'encourage beaucoup. Oui. Merci. Oui. Merci. Alors, je laisse la place à Marguerite à se présenter. Et puis aussi, tu pourras nous donner le motif de ton installation aux États-Unis. Absolument. Bon, je suis Marguerite Correa, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Moi, je suis d'origine sénégalaise et américaine maintenant. J'habite dans le Connecticut. Géographiquement, c'est entre New York et Boston, sur la côte Est aux États-Unis. Et typiquement, je suis... bon, si je reviens... J'aime bien ce que Madeleine a dit tout à l'heure parce qu'elle a un petit peu positionné mon ethnie et ma culture et d'où je viens. Mes arrière-grands-parents viennent de la Guinée-Bissau et après l'indépendance, ils ont été l'une des premières générations à immigrer au Sénégal. Donc, du coup, moi, quand je retrace mes origines, forcément, mes grands-parents sont entre la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Et naturellement, avec le nom de famille que je porte, qui est Correa, qui est franchement lusophone. Donc, du coup, mes grands-parents ont immigré au Sénégal et après le Sénégal, ils sont partis en France. C'était aussi la première génération, ou peut-être la première génération d'immigrés africains qui sont partis en France. Et moi, je suis née au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal jusqu'au niveau de l'université où j'ai étudié entre la France et le Sénégal. Mais ma maman vivait en France. Donc, à un moment donné, j'ai eu la chance d'aller vivre en France et d'étudier là-bas. Et au final, je suis arrivée aux États-Unis par l'éducation. J'ai eu une bourse d'études du State Department. Le US State Department, c'est l'équivalence du ministère des Affaires étrangères.
j'étais beaucoup involved dans tout ce qui est entrepreneuriat social au moment de mes études, dans tout ce qui est développement de projets, mais surtout dans des pays très pauvres ou envers des populations qui n'ont pas vraiment beaucoup d'outlets, qui n'ont pas vraiment beaucoup de moyens pour développer leur projet entrepreneurial. Et du coup, le ministère des Affaires étrangères américaine m'a repéré avec d'autres étudiants. Ils nous ont offert une bourse d'études pour aller étudier. Moi, je suis venue à l'Université du Connecticut en 2010 où j'ai étudié l'entrepreneuriat social. Et à la fin de le programme que j'ai fait à l'époque, ça s'appelait le US State Department for Student Leaders of Social Entrepreneurship. But anyway, c'était un programme d'études pour les étudiants leaders en entrepreneuriat social parce que vous savez bien que les États-Unis font beaucoup dans la diplomatie soft. Ils répertorient les jeunes leaders en Afrique. Ils les offrent des bourses. Ils vont étudier aux États-Unis. C'est aussi une manière pour eux d'influencer le monde. C'est à travers l'élite africaine aussi. So, c'est comme ça que je suis arrivée aux États-Unis en 2010. J'ai tout de suite beaucoup aimé le système en comparaison avec le système français ou le système sénégalais. J'ai vraiment trouvé mes marques dans la société américaine, que ça soit en tant qu'individu et que ça soit aussi en tant qu'étudiant ou professionnel plus tard. So, long story short, parce que je viens d'origine bissau-guinéenne, même quand j'ai vécu au Sénégal, j'ai toujours été étrangère au Sénégal. Donc, je n'ai pas cette notion forte d'appartenance sénégalaise. Je me considère pleinement comme sénégalaise. Mais quand on vient d'immigration, j'ai toujours été étrangère au Sénégal. Et en France, quand j'ai vécu là-bas, j'ai toujours été étrangère aussi. Donc, dans la société américaine, tout le monde peut être américain. Donc, j'ai trouvé ma place en tant qu'humaine déjà. Et c'est la raison pour laquelle je suis encore là. C'est qu'en tant qu'humain, il y a vraiment de l'espace pour qu'on puisse être juste humain aux États-Unis, qu'on puisse devenir américain, peu importe ses origines. Et c'est aussi un pays qui offre beaucoup de possibilités aux gens et c'est un pays avancé et je suis vraiment orientée business. Je suis vraiment orientée business. Il faut que les choses bougent, il faut que ça fonctionne, il faut que ça colle et je suis entrepreneur depuis 2017. Donc, du coup, il y a ce côté, si j'arrive pas à payer mes factures, je vis pas. Donc, il faut aussi, quand on est entrepreneur, être dans un pays ou dans un pays où l'entrepreneuriat est accessible alors que l'entrepreneuriat n'est absolument pas accessible en Afrique. Moi, j'ai essayé de déménager au Sénégal, j'ai échoué. But long story short, c'est que voilà, c'est un pays, les US pour moi de manière personnelle, it makes sense, ça fonctionne vraiment et j'arrive à payer mes factures, j'arrive aussi toujours à travailler dans l'entrepreneuriat social, à accompagner ces entrepreneurs du Sénégal, Togo et au Ghana qui veulent investir le marché américain ou ceux j'ai amené beaucoup de Noirs américains en Afrique de l'Ouest physiquement pour aller investir là-bas. Donc, jusque-là, je suis très satisfaite du travail que je fais. Je pense que je sers à l'Afrique à plusieurs niveaux. Et voilà, my end goal, pour moi, ma destination finale, c'est l'Afrique. Mais pour l'instant, j'essaie de trouver mon chemin. Merci. Merci, Marguerite, pour votre expérience. Et là, je vais laisser la place à mon frère ivoirien qui va terminer. Marcelin, tu as la parole. Oui, bonjour tout le monde. Écoutez, sincèrement, je suis vraiment très content de participer à ce panel. Et puis, je pense que c'est une très, très, très bonne chose. Franchement, je le dis avec le cœur. Donc, écoute, moi, je vais être un peu bref. Et puis, parce que moi, j'aime écouter les gens, mais j'aime pas qu'on m'écoute. Non, c'est une blague. C'est une blague. Écoutez, donc, écoutez, moi, je suis à la base, mon vrai métier, c'est la danse, la musique. Donc, moi, j'ai eu une bourse d'études en Côte d'Ivoire obtenue par la France pour venir étudier la danse et la musique en France. Donc, je suis arrivé en France et puis j'ai fait au moins 8 ans, 9 ans en France. Après, j'ai travaillé aussi dans le milieu de la danse, les spectacles, tout et tout. Et puis, pendant mes cours aussi, parce que j'enseignais aussi beaucoup en France, et puis j'ai eu des visiteurs du Canada, du Québec, qui sont passés et qui m'ont vu, qui m'ont dit, écoute, toi, on sent que ta place n'est pas ici en France, elle est au Québec. Donc, j'ai dit, écoute, pourquoi pas. Donc, j'ai reçu l'invitation, je
Je suis venu au Québec pour un stage. J'ai donné mon stage. Et avant de repartir, il y a encore une autre école qui m'a dit non, toi, on t'invite encore pour donc, 1, 2, 3. Donc après, je suis revenu plus de 3 à 4 fois. Il dit bon, écoute, là, ça suffit. Il y a un truc qui ne va pas là. Donc ça veut dire que mon pays, c'est ici. Parce qu'au retour, j'arrive à Nice, parce que moi, j'ai habité à Nice. Donc j'arrive à Nice à l'aéroport et j'ai des larmes. On ne l'entend pas? Je ne On sais pas si… l'entend pas. Attends, je vais lui dire. En fait, il est muté. Ça se voit qu'il est juste muté. C'est bon, vous m'entendez? Ouais, là, c'est Oui, bon. ça va. C'est parfait. C'est bon? Oui. OK. Excusez-moi, j'ai prévenu tout le monde que j'avais un truc ce matin, mais c'est là, le travail m'appelle. Je ne sais pas pourquoi. OK, donc on peut y aller, hein, vous m'entendez? C'est bon, OK. Oui, c'est Donc, parfait. je suis resté au Québec et puis voilà, j'ai fait mon école, j'avais ma propre école de danse. Et puis après, puisque aussi j'aime aussi l'entrepreneuriat, moi j'ai toujours dit que c'est important quand même quand on est immigrant, quand on arrive dans un pays, il faut qu'on prenne notre place. Il ne faut pas regarder les autres faire. Voilà. Quand tu arrives dans un pays, c'est parce que tu es un citoyen de ce pays. Voilà. Donc, moi, j'ai créé la première entreprise, la première épicerie multiculturelle ici, c'est moi qui l'ai faite. Et puis après, voilà, j'ai créé aussi le journal, un journal ici, un quotidien, que je travaille avec des journalistes d'ici. Après, aujourd'hui, je suis propriétaire de taxi, puis voilà, d'autres affaires aussi. Donc, écoutez, je m'arrête là. Donc, pour moi, c'est important quand même en tant qu'immigrant de prendre sa place et puis d'investir. C'est vrai que beaucoup disent qu'il faut investir dans notre pays. Oui, mais on vit ici, il faut investir d'abord. Il faut se faire une fondation d'abord là où on vit et puis après aller dans ce pays d'origine. Donc voilà, merci à tout le monde. Merci Marcelin. Et nous allons aborder d'autres questions autour de cette thématique. En tant qu'Africain de la diaspora ou ayant été à l'extérieur du continent pendant plusieurs années et ayant décidé de revenir au pays, quelles sont les actions menées ou engagées dans vos pays respectifs qui ont pu contribuer au développement économique? Là, je vais laisser la latitude à tout un chacun de vous de prendre la parole. Alors, si vous permettez, je vais bien répondre. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été rappelée par le gouvernement de mon pays, donc qui me voyait active entre les pays scandinaves et l'Afrique, parce que lorsque je suis arrivée en Scandinavie, il faut savoir que je ne parlais pas anglais, donc je parlais un anglais approximatif, le « Where is Brian ?» Et donc, du coup, j'ai dû apprendre la langue anglaise d'abord, parce que pour moi, je ne voyais pas l'intérêt de parler le danois. C'est une langue qui est parlée par simplement 5 millions d'habitants et je n'avais pas d'intérêt. Donc, j'ai appris l'anglais et très vite, j'ai apprécié la culture scandinave. La culture, je veux dire, quand je parle de culture, c'est au niveau professionnel. Donc, c'est un pays où la culture de la méritocratie est mise en avant, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un cursus spécialement, tu viens, tu présentes ton background scolaire et puis on te permet d'accéder à des positions. Non, c'est ton énergie, ce que tu peux apporter dans le pays qui va te permettre d'atteindre des niveaux où de pouvoir travailler. Et ça m'a beaucoup plu parce que contrairement à la France où c'est un peu plus fermé, un peu plus compliqué, donc du coup, j'ai très vite occupé des positions très importantes au sein de sociétés aussi qui étaient importantes en Scandinavie et j'ai décidé moi-même de créer ma structure. Alors, comment c'est parti? C'est-à-dire que moi, à la base, j'étais vraiment imprégnée dans mon rôle entre guillemets européen. Je suis une Européenne à part entière. J'allais en Afrique de manière accessoire, mais j'y vivais pas spécialement. Mais j'ai eu un déclic le jour où un client danois m'a demandé de l'accompagner en Côte d'Ivoire, d'ailleurs. Et c'était la première fois que j'allais en Côte d'Ivoire.
Et ce client m'a proposé de l'aider à s'implanter sur des projets d'agribusiness. Et il venait acheter de la noix de cajou pour la transformer en Europe. Et lorsque je suis arrivée en Côte d'Ivoire et que j'ai vu le prix de la noix de cajou, il proposait le kilo à 50 centimes d'euros. Et moi qui, en Europe, qui aime beaucoup la noix de cajou, d'ailleurs j'en ai là à côté, je suis fan de la noix, on achetait les 100 grammes à 3 euros, je me suis dit qu'il y avait un problème, quoi. Et j'ai commencé vraiment sérieusement, un peu il y a une vingtaine d'années, à me dire non, c'est pas possible. On ne peut pas continuer à vendre nos produits en matières premières sans être en mesure de les transformer et d'apporter cette plus-value et de contribuer à l'économie de nos pays. Donc, c'était la Côte d'Ivoire, c'était pas mon pays, mais c'était un continent, c'était un pays du continent africain. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai décidé de créer Scandinafrica. Donc, Scandinafrica, c'est une plateforme de mise en relation des acteurs économiques. Quelqu'un qui doit couper son son? Oui. Oui, il faut vous mettre Marcelin? Marcelin? Ah. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai décidé de créer Scandinafrica, qui est une plateforme de mise en relation des acteurs économiques scandinaves avec l'Afrique. Un peu ce que fait Marguerite avec les États-Unis, Afrique. Moi, je l'ai fait pour la Scandinavie et Afrique, parce que je sais que les Scandinaves, ils ont beaucoup à apporter en Afrique. Premièrement, à l'ère à laquelle nous sommes, ce sont des acteurs qui n'ont pas colonisé l'Afrique. Donc, du coup, il y a, avec ce sentiment un petit peu aujourd'hui anti-français en Afrique, des acteurs qui sont un peu plus soucieux de l'émergence du continent africain, qui sont world-class leaders en termes d'investissement, qui sont intègres et qui ont surtout signé une charte anticorruption qui est l'une des gangrènes du continent africain. Donc, Scandinafrica a pris tout son sens. Je me suis dit, je vais les accompagner. On va créer une nouvelle éthique et un cercle vertueux des affaires. Le cercle vertueux des affaires, c'est d'avoir justement des acteurs qui sont pour l'émergence et pour le développement et qui puissent apporter du win-win partnership, du partenariat équitable. C'est ce que l'Afrique recherche aujourd'hui. Et c'est dans ce cadre-là que le gouvernement de la République Alors, j'ai travaillé avec plusieurs pays africains, j'étais passionnée dans plusieurs domaines. Donc, le digital, j'ai commencé à Madou, on en reparlera. Donc, c'était dans la digitalisation des systèmes, parce que pour moi, le digital, c'est le futur du continent africain, clairement. Aujourd'hui, on a 1,5 milliard à peu près de personnes qui sont porteurs d'un mobile en Afrique. Le mobile, c'est une infrastructure pour la banque et aussi une possibilité d'entrer en communication avec le monde. Et c'est pour moi l'outil. Et d'ailleurs, j'accompagne une jeune fille qui est entrepreneur, qui est Fadima Diawara, dans son projet Kun Fabo, dans la levée de fonds. Donc, pour moi, la téléphonie mobile et le digital sera le véritable virage pour l'Afrique. Voilà. Parce que je ne crois pas en une révolution industrielle et encore moins, voilà, je crois en la révolution digitale et numérique. Et donc, j'ai accompagné plusieurs acteurs norvégiens, danois, suédois. J'ai pu accéder à des fonds souverains scandinaves qui ont plus de 1000 milliards de fonds souverains, quand même, ce n'est pas négligeable, et de créer voilà, de la valeur, d'aider à la transformation locale. Et ça, c'était mon objectif derrière, avec justement ces acteurs qui ont la particularité, lorsqu'ils investissent, au bout de 5 à 10 ans, ils exitent. Et donc, du coup, ils laissent l'Afrique dans son écosystème et les Africains se développer et se déployer et pouvoir faire avancer le continent voilà, avec cet apport de compétences qu'ils offrent, parce qu'ils l'offrent lorsqu'ils viennent et qu'ils viennent déployer, ils apportent ces compétences et ils partagent aisément. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, cette éthique-là irréprochable dans les affaires, et je crois que l'Afrique avait besoin de ça. Et le gouvernement de la République de Guinée-Bissau m'a demandé d'intégrer un poste dans l'administration après un conseil de la World Bank et du FMI. J'ai été invitée on était la première société privée à avoir été invitée par la Banque mondiale, et c'était au sujet de l'inclusion financière, parce qu'on accompagnait à cette époque un acteur norvégien
qui aidait la collecte des micro-taxes prélevées sur le secteur informel, donc qui permettait aux États d'augmenter leurs revenus et d'élargir leur assiette fiscale en même temps, en toute transparence, et leur permettait d'éviter toute la corruption qui était associée au prélèvement des taxes, etc. Donc voilà, j'ai pu, au sein du gouvernement de la République de Guinée-Bissau, lors des dernières législatives 2019, apporter sur un plateau la Scandinavie, renouer les relations diplomatiques et économiques qui avaient disparu depuis plusieurs années. Et voilà, on était parti sur une bonne dynamique jusqu'à ce qu'on ait eu des élections présidentielles tumultueuses que je ne commenterai pas ici. Et c'est comme ça que mes activités entre la Guinée et la Scandinavie se sont brutalement arrêtées. Et je suis retournée aujourd'hui aux affaires pour continuer à aider le développement du continent. J'ai pour habitude de dire que nous avons 54 pays africains. Je commence par celui-là. Lorsqu'il y a un souci, que ce soit d'ordre de bonne gouvernance ou autre, je switch dans un autre, jusqu'à ce qu'on puisse ensemble apporter de par notre cursus, notre background en Europe, d'essayer de changer un petit peu le cercle infernal de corruption et d'apporter et d'imposer la bonne gouvernance dans les affaires et en général dans la vie sociale. Voilà en gros ma contribution. Je pense qu'elle est scandine africaine. C'est le thème de ma structure, mais c'est vraiment ce que j'apporte. J'apporte un nouveau type et on change les acteurs économiques, on change les résultats et on change aussi les mentalités. Ça, c'est quelque chose qui me tient réellement à cœur. Voilà. Merci, Marguerite. Bel échange, belle expérience, de bonnes actions pour le continent africain. Félicitations. Je vois qu'il y a beaucoup de réactions au niveau des participants qui déjà essaient d'avoir vos contacts. Donc, vous aurez la possibilité de leur communiquer peut-être. Et là, bon, la parole est lancée. Hein. Celui qui veut prendre la parole au niveau des panélistes. On continue toujours avec le partage d'expériences dans vos différents pays. Qu'est-ce que vous apportez? Les actions que vous menez au sein de vos différents pays afin de contribuer au développement économique. Merci. Je pense que je vais prendre la parole puisque comme ça, on va essayer de jongler avec Marcelin, comme ça, une dame. Oui. On va le faire comme ça. Non, mais moi, je suis content et je suis très, très bluffé par aujourd'hui le profil que nous avons aujourd'hui. C'est important de ce partage d'expérience. Et je crois que, comme je l'ai dit tantôt, moi, quand je suis rentré au Mali en 2010, très honnêtement, je ne pensais pas être là où je suis. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en tout cas connu de façon locale, mais de façon internationale. Mais les actions que je mène au Mali aujourd'hui, c'est d'abord la création de l'emploi. Et je crée beaucoup d'emplois à travers mes différentes sociétés. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai beaucoup contribué pour l'écosystème digital au Mali et en Afrique. Et ça, c'est quelque chose qui me permet aujourd'hui d'être très content et d'être fier de ce que je suis en train de faire, ce travail-là. Mais ce qui est intéressant, les actions qu'on mène le plus, ce sont des actions plus ou moins dans l'orienté business. On est sorti très longtemps du Mali. On est allé en Côte d'Ivoire parce que c'est un pays, à l'époque, en 2014, les indicateurs étaient au vert. C'est comme ça que Nadège, on s'est connus. On s'était vus, on a galéré pour se voir ces jours-là. C'était rigolo. Mais on est les meilleurs amis du monde. Mais c'est de dire que c'était très compliqué. Et après, on est allé au Niger. Et puis après, on est allé dans d'autres pays. Donc, c'est de dire qu'aujourd'hui, effectivement, la situation fait que mondiale, la situation ouest-africaine, la situation du Sahel et la situation en particulier dans mon pays aujourd'hui fait que c'est très difficile. Mais on est un peuple résilient et à part cette résilience, le Mali, il était nécessaire que moi j'apporte un soutien. D'abord, pour moi, la problématique qui était liée à la société, parce que je suis un social entrepreneur, et Margaret, on pourra beaucoup en parler après derrière. Et j'ai beaucoup investi dans l'éducation, énormément investi. Donc, j'ai eu la chance de lancer la première université virtuelle au Mali, et qui est un projet social à caractère de responsabilité, à travers la politique de responsabilité sociétale de mon entreprise. Dans les autres pays, on va dire un peu plus sérieux, si on peut le dire, en termes qui s'engagent pour l'économie, le Sénégal a lancé l'université virtuelle, c'est un projet gouvernemental, la Côte d'Ivoire et plein d'autres pays.
Le Mali n'en avait pas et moi, ma fierté ne me permettait pas de dire que ces pays, les autres pays, nos voisins les plus proches, ils avaient cela et nous, on n'avait pas. Et moi, j'avais la technicité et j'avais peut-être à l'époque un peu de moyens. Donc, j'ai pu mobiliser mon équipe et on a lancé des universités virtuelles. Et quand COVID-19 est venu, avant COVID-19, lorsque je lançais cette université virtuelle, tout le monde disait que j'étais fou. On m'a dit que j'étais dérangé. C'était des officiels, hein, donc des ministres et tout d'État. Donc, ils m'ont dit que je suis dérangé mentalement, je suis un peu fou. Mais il fallait le faire. Et quand COVID-19 est venu, j'ai eu la chance d'être chevalier de l'Ordre national du Mali parce qu'on pense que je suis un génie. Non, je ne suis rien du tout. Moi, je n'ai rien inventé. C'était déjà ce principe. Mais il fallait penser, il fallait l'adapter à nos réalités, il fallait l'adapter au concept, surtout que moi, j'ai la chance et en même temps, et la difficulté d'être malien, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on a 1 242 000 km², et qu'on n'est que 20 millions d'habitants, et qu'on a 7 frontières, et qu'on a le terrorisme, on a tout ce qu'on veut aujourd'hui dans le Sahel, tout se passe au Mali, et qu'on a 1200 écoles fermées, et que les écoles sont dans les grandes villes, et que dans le milieu rural, dans nos villages, dans nos villes, dans les autres régions, on n'a pas d'université, contrairement au Sénégal ou à la Côte d'Ivoire. Nous, tout s'est concentré à Bamako. On n'a qu'une région qui s'appelle la région de Ségou, qui est peut-être à 300 bornes de Bamako, où on a une université. Après, il n'y en a pas. Donc là, c'était problématique. Il fallait réfléchir à quelque chose qui avait un impact direct sur la société et sur l'économie du pays. C'était l'éducation. Et nous avons lancé cette université à caractère personnel, et à caractère social, et on a formé plus de 12 000, voire 13 000 étudiants en les formant gratuitement, en les octroyant une bourse en entrepreneuriat innovant, création de start-up. Et ça, c'était un élément essentiel pour moi. Lorsque nous avons terminé de mettre tous ces programmes-là, aujourd'hui, nous sommes en train de lancer cette université. Elle est une université qui donne aujourd'hui double diplomation européenne et malienne, européenne par l'Institut de sciences appliquées de France, le groupe INSA, avec qui on a fait, avec l'Université virtuelle du Sénégal et de la Tunisie, on a lancé une double diplomation sur l'Internet des objets connectés. Je pense que, Madeleine, tu en as parlé. Le digital est sans doute la seule ressource qui nous appartient où il n'y a pas de géopolitique. C'est dans nos têtes. Est-ce qu'ils vont couper la tête à tous les Africains? Je ne pense pas. Donc, c'est cette ressource qui nous appartient le plus où il n'y a pas de géopolitique. Et pour moi, c'est là où il faut miser, c'est là où il faut investir. Donc, nous avons souhaité former les gens en Internet des objets connectés, sachant que bien que la plupart des métiers de 2030 n'existent pas ou sont en création, où beaucoup de mutations vont se faire. Beaucoup de métiers vont s'adapter, notamment les comptables et tous les dentistes vont s'adapter à des ERP, avec la mécatronique, la robotique, tout cela. Donc, il était vital pour moi d'apporter cela. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé encore? C'était de voir, pour travailler sur l'exode rural, mais c'était pour créer l'emploi et donner la possibilité à ces jeunes femmes qui sont en milieu rural, qui n'ont pas de point de chute dans la capitale, de pouvoir étudier depuis chez eux dans leur village et aussi de participer localement à leur économie. D'autant plus que c'est un pays à 90% musulmans. Donc, la plupart de nos ethnies, les femmes n'ont pas trop accès à l'éducation, à l'enseignement, pour des raisons tout simplement parce qu'on ne va pas envoyer sa fille de 18 ans, 16 ans dans la capitale, c'est la personne. Donc, c'est très délicat. Donc, il fallait travailler sur ça. Lorsqu'on a fini tout ça, on s'est dit, tiens, on va aller chercher encore une autre possibilité, c'est les fuites de cerveau. Moi, je suis content, mais à la fois, je suis fier de Marguerite, tout ça, mais moi, j'aurais bien voulu qu'elle soit au Mali, en Afrique, que ce soit dans n'importe quel pays africain, qui partage son savoir, qui vienne participer au développement du continent, qu'elle vienne faire ce retour que nous avons fait. Mais je comprends et je pense que nous allons échanger sur les échecs, etc. Donc, on est allé chercher la Fédération des écoles européennes pour donner des MBA, de master, de machin. Tout ça, c'est social et c'est quasiment à des prix réduits. On donne un MBA européen à quasiment moins de 1 000 € aujourd'hui pour tous les pays africains. Et la bourse de 10 000 personnes entrepreneurs innovantes, ce qui est extraordinaire, elle n'est pas que malienne. On a donné à toute l'Afrique, on a des pays lusophones, on a eu des pays anglophones, arabophones. Tout le monde est venu pour étudier sur ce BTS en entrepreneuriat innovant. Donc, on a fait pas mal de choses. Et la preuve, une des structures, cette plateforme, on l'a développée lorsqu'il y a eu la crise à COVID-19. Et nous, on avait commencé, je pense que j'étais parmi les tout premiers au Mali à faire des visioconférences, parce qu'on avait déjà cette plateforme qu'on avait développée pour l'université. Parce que nous, on le finance sur l'université avec les fonds de mon groupe. Donc, on n'avait pas les moyens d'aller se payer des accès Zoom, des Teams, tout ça. Il fallait qu'on crée quelque chose qui nous permettait que nos étudiants puissent étudier sans pour autant qu'on aille à mettre des millions pour juste une plateforme de visioconférence. Donc, et cette plateforme était là et tout de suite, ça a été un succès parce que ça nous a permis, nous, d'emborder le maximum de nos étudiants, de suivre tous les cours. Aujourd'hui, l'université, elle est 100% online et les cours se font en distanciel. Et la plateforme nous a beaucoup facilité la vie et c'est une plateforme qui a été une réponse pendant COVID-19 pour permettre à beaucoup de petites PME, d'auto-entrepreneurs de pouvoir faire leurs conférences sans pour autant avoir à payer de l'argent pour les visioconférences.
Mais au-delà de cela, nous avons développé pas mal d'outils comme un réseau social. Aujourd'hui, c'est l'eSpace qui a toutes les fonctionnalités, ou même voire un peu plus, puisqu'il nous donne toutes nos langues africaines, arabes, swahili, kinyarwandais, lingala, toutes les langues africaines. Partout, il y a des Africains aujourd'hui, Bambara, Lenko, etc. On peut aller sur cette plateforme. Donc, on a développé un arsenal d'outils et on a mis en place finalement, lorsqu'on a mis tout ça en place, on se dit, mais le groupe famille, on fait du bénéfice dans tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour fédérer les intelligences, les compétences et unir tout le monde? Et on a eu cette idée d'abord de lancer un centre d'innovation, de recherche technologique et d'industrie créative, justement pour réfléchir, pour faire un living lab, un laboratoire vivant, pour stimuler tous ces jeunes aujourd'hui qui sont dans la recherche, dans l'intelligence artificielle, etc. Comment les apporter un soutien et comment les ouvrir nos infrastructures, nos bâtiments pour qu'ils puissent venir réfléchir. Mais au-delà de tout cela, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, qu'il va falloir les coacher, il va falloir les former, les accompagner, faire du mentoring. On a lancé cette plateforme d'intelligence collective et de co-construction qui est le cluster du cas. En tout cas, pour moi, à mon sens, c'est sans doute une des plus belles initiatives qui a jamais été mise en place pour unir, fédérer et surtout approcher l'Afrique de nos partenaires du Nord. On est allé chercher des membres de la gouvernance, on a des membres de la gouvernance, on a des membres du conseil scientifique, on a des ambassadeurs, des ambassadrices. Je suis content que Nadège soit une de nos valeureuses ambassadrices et je pense que Madeleine, tu l'es aussi. Et quand on t'a coopté, j'espère que Marcelin et puis Margaret vont nous rejoindre. Et cette plateforme aujourd'hui, elle est partout dans le monde. On a des bureaux partout. Notre coordinatrice générale, je crois que Jacqueline, elle était en train de parler. Elle est d'origine togolaise, elle est basée à Marseille. On a des gens les GAFAM comme Balkissa Ido, qui est la patronne de Facebook Afrique Moyen-Orient. On a Djeneba Gouri à la Banque mondiale. En fait, on a eu toutes les ressources partout, on peut y avoir. J'ai vu que tu as parlé de ma sœur Fadima Jawara, que je connais très bien, qui est une de nos valeureuses ambassadrices, qui est une très bonne amie également. Et c'est une petite sœur de la Guinée. Donc, disons une grande sœur de la Guinée, autant pour moi. Et elle va me couper la tête aussi. Mais c'est de dire qu'aujourd'hui, toutes ces personnes sont venues dans le cluster. On a des personnes des Nations Unies comme Mme Baranga, etc. On a des ministres algériens, marocains, tunisiens, maliens. Tous les Africains, partout, ils sont, tout le monde. Et j'ai vu qu'il y a Rachid qui était là. Beaucoup de nos membres du cluster sont là. Et les gens ont compris que l'intelligence collective, la co-construction, c'est sans doute un des leviers de développement et de croissance pour le continent africain. Et nous avons voulu un souci avec le micro de Amadou. Ah waouh, c'est juste impressionnant. Vraiment, félicitations, félicitations Amadou. Il est revenu. Ça passe? C'est impressionnant. Il va dans son bureau. Il va revenir. Il va revenir. Absolument. Oh my gosh. Il est wow. Franchement, belle expérience d'Amadou. Vous voyez avec toutes ces personnes, ces panélistes, vous voyez l'expérience qu'ils ont, les actions qu'ils mènent pour leur continent. Et vraiment, ça inspire cette jeunesse africaine à travailler, à bosser, à ne pas se laisser dans la facilité surtout. Donc, chapeau à tous ces panélistes-là, vraiment. On apprend beaucoup et ça donne encore plus la volonté à tout un chacun de pouvoir œuvrer au développement de ce pays, ce continent qui nous est tous cher et que nous devons porter haut partout où nous passons. Donc, je crois bien qu'on va laisser la parole à un autre panéliste, le temps que Amadou puisse se retrouver au niveau de la technique. Et donc, vous avez la parole. Alors, je vais y passer. Déjà, félicitations au parcours-là entre Madeleine et Amadou. J'ai l'impression que maintenant, il faut que je sois dans le il faut absolument que je sois dans le cluster et ce sera avec joie. Moi, ces expériences-là, vraiment... Tu sais, Marguerite, c'est pour ça que j'ai commencé. Il ne faut pas avoir de pression. Non, Marcelin, toi et moi, il faut qu'on y soit parce que tout le monde y est, on ne peut pas rester à côté. C'est vrai, c'est pas faux. En parenthèse, Marcelin, tu es où? Tu es au Québec? Tu as dit Montréal, c'est ça? Non, moi je suis au Québec, je suis au Saguenay.
Moi, je viens à Montréal le week-end là, pas celui-ci, le prochain. On doit connecter. Appelle-moi, c'est mon village. Absolument. C'est vraiment impressionnant d'être là. C'est impressionnant Nadège, franchement, le travail que tu fais, chapeau. Franchement, chapeau. Parce que plus on a des personnes qui nous mettent à dire, ah, Amadou est là, Amadou, please. J'ai pas encore commencé à développer et tu es en train de... Amadou. Non, mais je suis désolé. Vas-y. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a eu une coupure d'électricité et le temps que le groupe reprenne. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Et ça, c'est ça l'Afrique et c'est les enjeux. Mais je ne sais pas si après moi, si quelqu'un est en train de parler, si je dois continuer ou pas. Non. Amadou, tu peux terminer. Non, mais c'est pour conclure, pour dire rapidement cette parenthèse qu'aujourd'hui, voilà ce que nous avons fait. Et ce cluster, aujourd'hui, nous avons plusieurs commissions. D'ailleurs, une commission énergie, puisque c'est problématique. Vous avez vu, nous, on a une coupure d'électricité aujourd'hui. Voilà, il y a le groupe électrogène, mais est-ce qu'une start-up a les moyens d'avoir toutes ces installations, de pouvoir faire face à tous ces enjeux, de pouvoir mettre. Donc, on a le cluster, c'est 9 commissions qui sont là aujourd'hui pour réfléchir, apporter des solutions. Et Nadège, dont tu fais partie de la commission communication event et que tu nous accompagnes beaucoup et tu fais un excellent travail. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont intéressantes pour nous. Et au niveau du cluster, ces commissions, il y a des référents, il y a des groupes de réflexion. Donc, on a vraiment eu la chance d'avoir tous les gars. Canon Afrique, Ludmila Abessolo, qui est d'origine franco-gabonaise, qui est la patronne. D'ailleurs, elle vient au Mali le 6, elle vit à Abidjan. Nadège, il faudra que je fasse le link avec toi. Et elle gère toute l'Afrique et puis Moyen-Orient de Canon, c'est la patronne. Elle vient me voir pour le 6 à Bamako. Et elle est parmi nous. On a aujourd'hui Fortinet qui est avec nous, avec Linda Belkacem. On a vraiment eu du beau monde qui sont venus au niveau du cluster, HP. Tout le monde est venu parce qu'ils ont senti que nous avons mis quelque chose en place aujourd'hui qui est important, c'est de réfléchir sur les besoins de notre continent et apporter des solutions développées par les Africains, pour les Africains et pour les Africains. Et ça, c'est important. Donc, voilà ce que nous faisons. Nous avons travaillé sur une crypto-monnaie depuis 2016 également à travers le cluster pour pouvoir travailler sur l'inclusion numérique, l'inclusion financière. Je crois que Marielle, tu en as touché ce point. La téléphonie aujourd'hui, c'est quelque chose qui est formidable. Et j'en discute souvent avec Fadima. La pénétration rapide par rapport à tout ce qu'on peut croire aujourd'hui. Le développement de l'Afrique se fera par le digital, sans doute, parce que tout le problème qu'on a en Afrique aujourd'hui, ce n'est que lié à nos ressources en réalité. Tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est nos ressources. Mais si nous travaillons sur le digital, nous travaillons sur le numérique aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui est en train d'arriver, nous pouvons rattraper tout ce qui existe aux États-Unis, tout ce qui est en Chine, partout. Pourquoi? Il faudrait juste savoir l'adapter à nos réalités. C'est pourquoi moi, je salue énormément. Je pense que le thème, il faudra peut-être qu'on rentre dans le vif du sujet, Nadège. Je vais peut-être conclure la parenthèse pour laisser le temps aux autres. Mais la diaspora, elle est importante aujourd'hui de par le partage d'expérience, son savoir, malgré tout ce que tu es en train de mettre en place, Madeleine, Marcelène, nous tous et tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui ne nous suivent pas. La diaspora est un moteur incontournable du développement de notre continent de par le partage d'expérience, le partage du savoir. Et les Chinois, c'est comme ça qu'ils ont fait. La diaspora chinoise, lorsqu'elle est retournée en Chine, ils ont développé la Chine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas inventé. Ils ont pris ce qui fonctionne ailleurs. Ils ont juste adapté à leurs besoins et à partir du moment, ils ont inventé ce qu'ils avaient inventé. Et aujourd'hui, le monde est dépendant de la Chine. Qu'on le veuille ou pas, cette crise des géopolitiques mondialisées vient montrer tout simplement que l'ordre mondial est en train de changer. Elle a changé d'ailleurs. Je pense que la Russie, ce n'est pas pour sa place qu'elle doit prendre. La Chine a déjà pris sa place, l'Inde a pris sa place. Et à nous, les Africains, d'être très intelligents, d'observer, de les laisser se battre entre eux. Ce n'est pas notre combat, ce n'est pas notre guerre. Tout ce qu'on a à faire, on les observe, ils se cassent la gueule entre eux. Entre-temps, nous, on se met au travail, on travaille en silence, on développe nos pays, nos économies, on arrive à fédérer nos intelligences et à un moment donné, ils auront affaire avec nous de par la jeunesse de notre population, de par aussi nos ressources, mais aussi de par l'intelligence aujourd'hui. À un moment donné, il faut savoir que les derniers seront le premier, ça se dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ça a toujours été dit. Pourquoi? Lorsqu'on est le continent le plus jeune, on a l'intelligence de facto et on stimule nos intelligences et nous allons avoir de telle sorte qu'ils viendront travailler chez nous, ils viendront investir chez nous, mais il faut qu'ils viennent trouver qu'on est formé. Donc, je m'arrête là pour laisser la parole aux autres. Mais en tout cas, on fait pas mal de choses. Je ne pourrais pas faire ma promo ici, sinon, Nadège va me couper la tête. C'est super. Voilà, Amadou est très engageant parce qu'à chaque mot, à chaque phrase que tu as donnée, c'est un thème à développer en lui-même.
Donc, là, je t'écoute, je me dis, oh my gosh, comment, j'ai envie de rebondir sur tellement de choses que tu as dit, et je pense que je vais essayer d'aller dans la même direction. Pour déjà revenir un peu sur les activités que je fais, je suis consultante de base, c'est mon métier. Je suis forte dans tout ce qui est gestion de projet, c'est-à-dire je vois un projet, un entrepreneur qui vient avec une difficulté, un état, et me dit, voilà, je veux développer ce business, je veux développer ce projet-là, et je m'assure que ce qui est dans du papier ou dans le rêve devienne une réalité, et pas seulement qu'une réalité, une réalité lucrative. Alors, j'arrête pas de le dire, je suis très orientée business. Il faut que le projet fasse de l'argent. Même si je suis entrepreneur social, c'est vrai, je choisis des causes communautaires, je choisis de travailler dans des projets qui ont un impact social. Mais il y a une réalité, c'est que quand le projet en lui-même ne fait pas de l'argent, peu importe comment il est ingénieux, bankrupt, il ne va plus exister au bout de quelques temps. So, il est extrêmement important dans tous les projets, ça c'est un conseil que je donne à tout le monde, aux jeunes entrepreneurs, aux vieux, etc. Peu importe le projet que vous avez décidé de faire, il faut que le projet paye de l'argent. Il faut que le projet vous nourrit vous-même. Il faut commencer avec les bases. Le projet doit payer vos factures. Le projet doit payer les éléments qui entourent le projet. Et le projet aussi doit faire de l'argent graduellement, annuellement dans le temps. Comme ça, vous pouvez vous asseoir sur une sécurité financière pour être plus ambitieux, pour être plus généreux. C'est comme ça que ça fonctionne. Un projet qui ne fait pas de l'argent, ce n'est pas un bon projet. Il faut encore le réfléchir de manière à ce qu'il soit sustainable, à ce qu'il soit durable dans le temps. Ça, c'était la parenthèse. Donc, pour les relations, pour le travail que je fais dans la vie de tous les jours, j'ai très tôt identifié. J'ai commencé, j'ai eu beaucoup d'expériences professionnelles. J'ai fait un Master 2 en relations internationales, défense et sécurité. Et j'ai travaillé un petit peu dans le secteur de l'armement. Tout de suite, je me suis rendu compte que ce n'était pas la chose pour moi. Et après, je suis revenue en arrière dans ce qui me plaisait vraiment, qui me passionnait, c'était le consulting, le développement de projets sociaux. Et au final, ce que j'ai appris, c'est que j'ai envie de travailler en relation avec l'Afrique. Dans mon business, en moi, ce que je dis, c'est le consulting geared toward Africa, le consulting dirigé vers l'Afrique. C'est ce que je fais. Quand un projet ne touche pas de près ou de loin l'Afrique, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse absolument pas. Et en 2016, quand mon fils est né, une petite histoire ici qui a vraiment motivé ma décision de travailler en relation, enfin d'actionner le travail avec l'Afrique. Je suis allée chez le pédiatre, enfin, long story short, il m'a dit remplissez un fichier, je remplissais un fichier et puis ils m'ont demandé la race de mon fils. Ben, je ne voyais pas sa race sur le papier parce qu'il est métis. Mais il y avait, j'ai demandé au pédiatre, c'est quoi sa race? Il me dit, il est noir. L'enfant prend la race de la mère. C'est ça dans la culture américaine, c'est comme ça. C'est un pays très ségrégué jusqu'aujourd'hui. Vous vous imaginez, on vous demande votre race quand vous remplissez un fichier, n'importe quel fichier, on vous le demande. De l'aéroport jusqu'à votre mort, on vous demande votre race. So, ça a réveillé quelque chose en moi, des questions identitaires. C'est qu'au final, peu importe d'où on vient, où on part, on ne peut jamais être 100% américain ou 100%, peu importe ce qu'on est, c'est qu'on reste profondément africain, on reste qui on est. Et du coup, j'ai eu ce besoin de traduire dans mes actions de tous les jours mon identité personnelle et de réclamer l'Afrique. Donc, j'ai commencé à dire, c'est vrai, on est africain, so what? So what? Ça veut dire quoi? Et j'ai commencé à être très vocale sur le fait d'être africain, à éduquer mon entourage sur ce que c'est d'être africain, parce qu'être africain, c'est différent d'africain américain. C'est deux cultures complètement différentes. J'ai un podcast en 2016 que j'ai commencé qui s'appelait Un vent nouveau, qui est toujours un nouveau. J'invite les élites africaines, on parle positivement de l'Afrique. So, ce podcast-là, je le tiens toujours avec moins de fréquence, mais il existe encore. Et à travers les discussions avec l'élite africaine, les entrepreneurs d'origine africaine, l'objectif vraiment pour moi, c'était d'engager la conversation de manière positive sur l'Afrique, parce que la manière dont on communiquait sur l'Afrique me dérangeait. Et on ne peut pas laisser aux autres le soin de parler de nous et espérer aussi qu'ils vont le faire de manière fidèle. So, avec ce podcast-là, j'ai fini par, avec beaucoup d'années de podcasts et d'expériences de rencontres fantastiques avec des penseurs extraordinaires africains et dans la diaspora, j'ai eu beaucoup de gens, surtout les Afro-Américains, qui étaient en recherche d'identité et de connexion avec l'Afrique parce qu'on nous traite mal dans ce pays, on nous assassine et c'est une réalité. Il y a aussi la réalité que l'Afrique a le vent en poupe
aux États-Unis. Donc, j'ai eu beaucoup d'Africains américains qui m'ont contacté. Amenez-nous en Afrique. C'est comme ça que mon agence ANW Consulting est née. C'est le podcast qui était un new wind et j'en ai fait une agence de consulting en prenant les initiales, un vent nouveau. Pour moi, mon agence de consulting, c'est vraiment ce vent nouveau qui souffle dans l'Afrique et comment faire en fait pour que ce vent-là souffle réellement dans le reste du monde. Et j'ai commencé à faire des voyages en amenant des Africains américains en Afrique. On a visité le Sénégal, on a fait beaucoup de séjours physiquement au Sénégal où je leur présentais des business à investir. Voici ce que je fais, où j'ai commencé. Et aujourd'hui, j'ai pérennisé l'action où je continue toujours à conseiller les Africains américains, les Américains de manière globale, comment investir en Afrique, parce que ce n'est pas quelque chose que tu fais à l'aveuglette, tu perds de l'argent, tu te fais arnaquer, il y a des choses à faire. Et maintenant, dans l'autre sens, il y a cette réalité des faits et que peu importe ce qu'on dit, le marché américain, c'est le plus gros marché. Et l'Afrique a tellement de diaspora hors d'Afrique. D'ailleurs, l'Union africaine considère sa diaspora africaine comme la 6e région. Ça, c'est à quel point on est important. Et la diaspora africaine, y compris les Caribéens, les Afro-Américains, les Afro-Européens, etc., toutes ces descendances-là d'Afrique, on représente, d'après l'ONU ou la Banque mondiale, on représente la 13e puissance économique au monde. C'est immense, ça. Donc, le jour où l'Afrique va se rendre compte que sa diaspora est réellement une puissance économique, l'Afrique en même, c'est une puissance démographique, on remplace la Chine là. Même les Chinois maintenant viennent chez nous pour la main-d'œuvre. Et c'est ce qui a amorcé le développement de la Chine, c'est que c'est la masse humaine, en fait. L'Afrique a tellement d'atouts à son niveau pour se développer, mais en même temps, elle ne peut pas se développer sur une jeunesse inconsciente. C'est vrai que la diaspora va jouer un point focal, un point catalysant, et on est en train de le jouer en ce moment. Il faut aussi que cette diaspora accepte d'être le sacrifice parce que nous, en ce moment, tout ce qu'on est en train de faire en relation avec l'Afrique, ces projets-là, on est en train de balayer le chemin. On est en train de ramasser beaucoup de coups durs pour que demain, la génération qui vient après puisse se développer dans des bases solides. Maintenant, un petit peu pour wrap-up, c'est... sur mes activités, j'ai des salons internationaux. Avec l'expérience, le temps, j'ai créé un très grand réseau d'entrepreneurs qui sont dans la diaspora, qui sont intéressés à investir en Afrique. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas créer un salon. J'ai ce qu'on appelle le Africa Trade Show. D'ailleurs, Afrique Économie est l'un des partenaires de mon prochain salon, Africa Trade Show, qui se déroule à New York. Et merci encore pour le soutien. Vous êtes partenaire depuis le premier salon. C'est même pas et le premier salon, je l'ai fait à Dakar. Et j'ai réussi à avoir 87 participants, des entrepreneurs qui sont venus à moitié, plus de 50% sont venus de la diaspora, entre l'Amérique, le Canada, l'Europe et d'autres pays africains. On s'est retrouvés au Sénégal, dont l'objectif, c'était d'entreprendre avec la diaspora. C'était le thème du premier salon. Je suis vraiment consciente et je joue un rôle vraiment central. Je suis devant les canons et je n'ai pas peur d'être devant les canons. Mais je pense qu'au final, il faut aussi qu'on ait ce rôle d'éducateur, d'ambassadeur et de réalité. Parce que même ces entrepreneurs-là, si on veut rassembler la diaspora, on demande à toutes ces personnes-là de quitter leur sécurité financière, leur vie. Pour moi, revenir au Sénégal, c'est de l'immigration. Ça va être de l'immigration. Maintenant, en échange, qu'est-ce que nos gouvernements vont faire pour nous accueillir? Si on arrive là-bas, on n'arrive pas à créer des business. En 1 mois, on essaie de créer des business, on n'y arrive pas. J'ai beaucoup d'investisseurs américains. Je ne leur conseille pas des pays africains. Je leur dis surtout les pays francophones. Attention, il ne faut pas aller dans les pays francophones africains. C'est là où c'est la catastrophe. Il faut qu'aussi nos dirigeants, il faut qu'aussi nos gouvernements comprennent la réalité, qu'on leur dise on ne peut pas investir au Sénégal. Quand on est américain, je dirige même. Ouais. Marguerite, je crois bien que les réponses que vous donnez là sont en train de partir sur une autre question. On va laisser la place à la place. But anyway, merci beaucoup. C'est ouais, mais bon, voilà. Merci Nadé, je vais, mais voilà, il faut leur parler. J'espère qu'on va revenir. Oui, ça vient. Il n'y a pas de souci. D'accord, on va laisser la place à Marcelin. Marcelin? Oui. Oui, tu as la parole. Écoutez, moi, comme je l'avais dit au début, j'ai écouté le frère du Mali, c'est ça, Diawara? Oui.
Et puis aussi, la sœur qui vient de finir. Donc, c'est des choses que moi, j'aime beaucoup apprendre. Et puis, j'écoute. Et puis, je trouve ça vraiment très enrichissant. Franchement, j'aimerais écouter. Moi, parler pour le moment, franchement, je préfère vous écouter parce que Non, j'apprends. Marcelin, tu dois nous donner au moins les actions que tu mènes pour ton Oh, pays. Euh, bah, écoute, moi, ce que je fais, bon, écoute, ici au Saguenay, au Québec, je pense que pour mon pays, je peux dire, bon, pour ma communauté d'abord. J'ai beaucoup aussi travaillé ici pour ma communauté de mon continent. J'ai parlé aussi de vivre ensemble d'abord. Et puis, ça passe aussi par mes conférences aussi que je donne. Donc, voilà, moi, j'ai travaillé beaucoup sur la sensibilisation du vivre ensemble. Inviter des gens aussi à respecter aussi quand même les Africains, que je trouve important, à donner aussi confiance aussi aux Africains qui sont capables aussi d'investir. Mon pays, comme je le dis, moi, je suis sur un très, très gros projet. C'est pour ça que j'ai aimé la dernière participation de la sœur Marguerite. C'est ça, hein, son nom, hein? OK. oui. Donc, voilà, moi, je travaille quand même sur un très gros projet ce qui m'a permis quand même parce que j'ai fait plein de choses en même temps, mais je me suis concentré sur ce projet que je suis en train de travailler là-dessus qui va être en partenariat aussi, qui va aussi aider aussi la communauté aussi africaine, mon pays d'origine, pas seulement mon pays, mais l'Afrique. Donc, c'est vraiment sur la culture et la musique. Donc, voilà, bref. Donc, moi, je vais m'arrêter là et puis apprendre aussi et à écouter. C'est ça. D'accord. Merci. Merci, Marcelin, qui se fait timide aujourd'hui. Non. D'accord. Donc, on va passer à une autre question. Et là, je crois bien que nous allons aborder la question des difficultés. Les difficultés que vous avez rencontrées ou que vous rencontrez déjà par rapport aux investissements que vous menez ou que vous allez mener dans vos pays. Et puis, si vous avez des doléances aussi auprès de nos dirigeants africains, comme Marguerite était en train d'entrer dans ce sujet-là. Ouais. Voilà, donc je laisse la place à Diawara s'il est là. Amadou, je ne le vois plus connecté. Bon, d'accord, ok. Donc, je vais laisser la parole à Marguerite qui avait déjà commencé. Donc, au niveau des difficultés, qu'est-ce que vous avez rencontré? Et puis des doléances aussi par rapport à nos dirigeants africains. Au niveau de l'investissement dans vos différents pays, quels sont les problèmes que vous rencontrez? Alors, moi, j'ai envie de dire que quand on est le continent le plus lucratif à l'investissement, c'est parce qu'aussi, d'autre part, on est le continent le plus risqué où aller investir. C'est réel. L'Afrique, d'après les chiffres de de l'ONU ou de la Banque mondiale, c'est carrément le continent le plus lucratif où il faut aller investir. Et naturellement, il y a un coût dessus. On ne peut pas faire des croissances de plus de 10% par an sur le continent africain sans pour autant aussi représenter le continent le plus risqué. C'est une réalité. C'est que quand on veut réellement investir, il faut le dire, la réalité des faits est que les investissements en Afrique, en majorité, échouent. Par contre, quand les investissements réussissent, ce sont des investissements qui vous rendent milliardaire du jour au lendemain. C'est le niveau de risque, en fait. C'est parce que le risque est extrêmement élevé que quand on réussit réellement à survivre, alors là, on devient milliardaire du jour au lendemain et c'est le continent le plus lucratif. Maintenant, le problème, là où on doit s'attaquer, c'est de ne pas juste regarder le fait que c'est le continent le plus lucratif, c'est aussi de regarder le continent le plus risqué. Et comment est-ce qu'on peut réduire cette gap-là? Et comment réduire le gap du risque d'investissement en Afrique? C'est pas vous et moi, Nadège. On ne pourra jamais le faire. C'est
des institutions, c'est des volontés politiques qui vont faire que c'est des lois, c'est des lois, c'est des réglementations qui vont faire que le risque là, il peut être, on peut seulement l'impacter qu'à travers les institutions et les gouvernements. Donc, euh, les choses à observer, c'est bon de dire qu'on fait du croissance, on fait du chiffre, on a les ressources, on a la démographie, on a l'humain, mais il faut aussi se rendre compte que l'Asie, même si on essaie de regarder le modèle Asie, l'Asie, c'est pas l'Afrique, c'est pas les mêmes difficultés, on n'a pas cette présence virulente de la mainmise étrangère sur nos affaires dans le continent. So, pour les difficultés, je vais dire, elles démarrent d'abord sur l'image de l'Afrique. On ne peut rien faire si on ne vend pas le rêve africain aux Africains. Il faut qu'on arrive à chaque niveau, à chaque pays, de vendre le rêve africain aux Africains. Si vous n'y croyez pas, moi, j'y crois pas, personne n'y va y aller. Regardez, quand j'ai fait des podcasts où je disais juste que l'Afrique est fantastique, il faut aller y vivre, c'est magnifique. J'ai laissé ça sur YouTube. Des Américains qui n'ont jamais connu l'Afrique m'ont contacté me disant, vous avez dit que l'Afrique était fantastique, nous on a envie d'y aller et j'ai emmené des gens. Et tout cela c'est venu juste parce que j'ai parlé différemment de l'Afrique, j'en ai parlé en termes positifs. Donc ces difficultés-là, il faut que l'Afrique commence à communiquer positivement sur l'Afrique, qu'on commence à vendre le rêve africain aux Africains et au reste du monde. C'est bon, on a vu la misère, on nous la montre depuis des centaines d'années. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de positif en Afrique qu'on doit mettre en avant pour contrebalancer cette mauvaise presse? So, déjà. Et le second, ce sont les réglementations. C'est pas possible que pour créer une entreprise au Sénégal, ça doit prendre 5 semaines ou 3 semaines. En ce moment, ils disent 72 heures. Mais dans la réalité des faits, ce n'est pas 72 heures. Alors qu'aux États-Unis, vous voulez créer une entreprise, vous allez en ligne, en 20 minutes, c'est fait. Vous avez vos documents, vous avez les documentations qui disent que vous êtes une entreprise. Vous payez même la taxe tout de suite pour créer une entreprise. Moi qui amène des investisseurs en Afrique et que je leur dis, mon frère, pour créer une entreprise, il faut que ça nous prenne 2 semaines, que déjà on paye un billet d'avion, qu'on se déplace, qu'on paye ici, qu'on soudoie quelqu'un, qu'on fait de la corruption à gauche et à droite. Qui a le temps de faire ça? Qui a le temps de faire ça? Il faut que ces réglementations aussi permettent aux gens de venir créer l'entreprise en Afrique, permettre les gens de s'enregistrer. Marcella, je pense que tu dois muter ton micro, s'il te plaît. Merci. Donc, il faut que ces choses-là, la réglementation aussi, il faut que ça soit fait pour encourager l'investissement. On n'ira jamais en Afrique parce que moi, j'ai un budget quand je crée mon entreprise. Tout le monde en a pour des entrepreneurs. Et quand tu te rends compte pour créer ton entreprise, malgré le fait que la Gambie, c'est un pays extrêmement attractif, il y a beaucoup de choses qui n'y sont pas, tu as l'opportunité de faire ceci et cela, mais tu te rends compte qu'en réalité, ça va te prendre 5 semaines pour que tu dois physiquement aller en Gambie, soudoyer 20 personnes, dépenser 100% de ton budget que tu dois faire pour tout ton business. Tu n'iras pas. Tu n'iras pas. Et ce que je vous dis, ce n'est pas pour mal parler de ce pays-là, c'est la réalité. C'est la réalité. Donc, ces éléments-là sont extrêmement importants. Il y a la Banque mondiale qui fait un classement de Doing Business, les meilleurs pays d'Afrique où aller investir. Il n'y a aucun pays d'Afrique de l'Ouest qui s'y trouve parmi les 10 pays. Les meilleurs, peut-être le Togo. Le Togo est en 13e ou 15e position, mais on voit des pays comme l'île Maurice, on voit des pays comme l'Afrique du Sud, le Kenya, le Rwanda. Mais il y a aussi cet élément-là, c'est important que ces réglementations soient faites. Et aussi la protection de l'investissement. Si moi, je vais au Sénégal, j'achète un business, je m'implante, je me fais arnaquer, on récupère tout mon argent du jour au lendemain, qui va oser y aller en fait? Et c'est une réalité. Personne ne va oser y aller. Donc, il y a ce côté-là où il faut aussi dire à nos gouvernants, c'est pas parce qu'on est prometteur qu'on est bon. On n'est pas du tout bon, même s'ils font des efforts, ils sont de loin en dessous de la moyenne. On est parmi les pires pays où investir dans le monde. Donc, il y a déjà ce côté, il y a même ce côté autant que nous avons chez nous à nous poser sur une chaise, s'adosser et de faire comme ça. Oui, madame, vous êtes là, pourquoi? Mais pourquoi en fait? On est tellement, tellement loin. Il faut que les gens travaillent chez nous. Il faut que les gens travaillent. Et il y a aussi l'autre élément, on n'est pas formés chez nous. Les collaborateurs les plus difficiles avec qui travailler, ce sont les Africains. Ce sont les Africains. On est mal formés, on est extrêmement mal formés. Il faut dire aux Africains que quand on vous envoie un email, vous devez répondre. Mais je vous le dis parce que je recrute en Afrique et je recrute dans d'autres zones. La différence, c'est le jour et la nuit. So, il y a tous ces éléments-là qui font que ça, c'est la réalité.
Ça, alors, ne parlons pas des stabilités politiques, j'en passe. Parce que quand il y a la guerre au Sénégal, là, je voulais faire un salon l'année prochaine au Sénégal. Je vais quitter le Sénégal parce qu'il y a les élections. Je voulais faire l'année dernière au Nigeria. On m'a dit surtout pas, il y a les élections. Donc, quand est-ce qu'on investit chez nous? Quand est-ce qu'on investit chez nous? Il nous faut une stabilité politique. Moi, je ne suis pas un investisseur à coût de milliards, mais ce n'est pas les investisseurs à coût de milliards qui font développer le business. Aux US, 88% des entreprises sont des PME. 88% des très petites entreprises et des PME. Je donne cet exemple-là. Dans ma belle famille, mon mari, mon ex-mari, il est entrepreneur. Sa maman est entrepreneur. Ses trois sœurs ont chacune leur entreprise. Le papa a son entreprise. C'est ça qui fait fonctionner l'économie américaine parce que 88% des entreprises sont des PME et des très petites entreprises. Alors que chez nous, comptez les entrepreneurs. Et même s'ils existent, ils ne sont pas formels. Et même s'ils existent encore, il faut aller les chercher avec une loupe, avec toutes les difficultés que ça représente. Moi, je pense que je ne parle même pas de mes difficultés à moi, mais de manière globale, je pense que je me suis assez exprimée. Il faut aussi voir ce que les autres ont à dire. Merci. Merci, Marguerite. La parole est donnée à tout un chacun des panélistes. Alors, je ne vais pas rajouter... Amadou. Je ne vais pas ajouter sur ce qu'a dit Marguerite, parce que je pense qu'elle a bien résumé. Oui, vous m'entendez? Oui. Je pense qu'elle a résumé à peu près la problématique. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes justement assis sur les deux générations. Je dis souvent, et j'aime souvent dire, que nous sommes venus en éclaireur en Europe pour venir apprendre et pouvoir apporter, comme le disait tout à l'heure Amadou, le meilleur chez nous, pour le faire nous-mêmes et permettre la croissance locale. On a aussi un autre problème que j'aimerais soulever, que je n'ai pas encore entendu, c'est celui aussi du complexe. Alors, moi, j'ai pour l'habitude de venir avec des acteurs nordiques, donc des Danois, des Suédois, des Norvégiens, des Finlandais. Et donc, le problème, c'est que lorsqu'on m'entend m'exprimer par téléphone, prendre des rendez-vous, m'occuper de mon rôle, je suis dans mon canevas, c'est-à-dire j'organise des roadshows, des séminaires, je déplace des confédérations, etc. Madeleine Taylor-Mendy, ça sonne européen, ça sonne même français. Et lorsqu'on se présente et qu'on voit que finalement Madeleine Taylor-Mendy est une Africaine, on a tout de suite un sentiment un espèce de sentiment de rejet qui est hyper, je trouve ça mais hyper grave, parce que je suis désolée, c'est comme si le fait que moi je sois africaine, je ne suis pas capable. Donc il y a ce problème aussi de confiance. On est surtout là pour essayer d'apporter les uns les autres des éléments pour essayer de comprendre aujourd'hui la situation dans laquelle nous sommes. Mais les dirigeants africains, pour la plupart, ils n'ont absolument pas confiance en la diaspora. Parce que si vous voulez, les cerveaux en fuite qui sont ici en Europe et qui aujourd'hui travaillent dans des grandes sociétés européennes et qui pourraient contribuer de manière considérable à l'économie et à la croissance de leur pays, ils ne sont pas spécifiquement rappelés parce qu'on a cette espèce de problème. On préfère voir un blanc, entre guillemets, je suis désolée du terme, devant, parce que c'est plus rassurant, parce que ils sont peut-être potentiellement pour eux meilleurs que nous, alors qu'ils ont la possibilité. Donc moi, je dis aujourd'hui, j'invite les dirigeants à changer leur mentalité complètement, de dire que la diaspora, parce que moi, quand je m'écoute parler, je ne me regarde pas. Je ne vois pas que je suis une femme africaine. Je m'exprime avec la langue dans laquelle je suis plus à l'aise et qui convient le mieux à la situation, mais je ne me regarde pas. Je pars du principe que c'est vrai, je suis africaine, mais j'oublie complètement ma couleur au quotidien. Vous voyez? Et donc, quand on vous le rappelle et que c'est un Africain qui vous le rappelle dans le cadre de relations professionnelles, c'est dérangeant. Il y a ça, et il y a aussi la bonne gouvernance. Moi, je pense que nos États, ils ont plutôt intérêt, parce que c'est le gros problème aujourd'hui en Afrique, ces mandats à vita aeternam, je ne parle pas du 7e mandat de certains présidents, je ne veux citer aucun président, mais la jeunesse doit se renouveler. Bon, je vais quand même peut-être pas citer un président, mais je vais citer quand même un pays et un exemple qui est le Mali,
Aujourd'hui, le Mali est en train de montrer au monde une dynamique au niveau des politiques, au niveau aussi de la bonne gouvernance, que moi, personnellement, ça me parle. Et quand on voit des jeunes acteurs, des jeunes ministres qui se présentent dans des conseils des nations et qui s'expriment et qui présentent leur pays de manière souveraine, ça m'encourage, moi, personnellement. Donc, ce sont ces types de dirigeants dont on a besoin. Je vais citer au passage le ministre, son Excellence Abdoulaye Diop, qui, pour moi, est là aujourd'hui l'un des dirigeants qui a tout compris, qui a vraiment tout compris, et c'est ce type de dirigeant que nous, la diaspora, c'est sur ce type de dirigeant. Alors, Madeleine, je me permets de te couper parce que tu viens de scoop. Nadège, je pense que tu viens de trouver quelque chose de formidable dans ce webinaire parce qu'il a parlé d'Abdoulaye Diop. Justement, Madeleine, tu vas devoir monter. Et donc, Nadège va peut-être faire un super. Ce que je me pose aujourd'hui, c'est que Nadège a arrivé, mais ça a été difficile. Mais là, il va y avoir une conférence où tu vas être la modératrice et Nadège, tu pourras te connecter à cette conférence et après faire une pierre deux coups. Abdoulaye Diop, aujourd'hui, je pense que c'est une référence en Afrique et nous allons organiser cette conférence, je crois que le 24 ou le 25 mois de mars, ce mois-ci. On vient de faire une pierre deux coups. Bravo, Nadège, pour tout ce que tu fais. Non, mais vous pouvez compter sur moi. Deuxième moment. Voilà, vous pouvez compter. Oui, merci. Vous pouvez compter sur moi parce que justement, on a besoin de modèles. Et ce type de modèles, ils sont encouragés lorsqu'ils prennent justement des responsabilités, des risques. Parce qu'aujourd'hui, le Mali, c'est un peu touchy. Et la manière dont ils s'expriment ouvertement dans des instances politiques de haut niveau, ça m'encourage véritablement à me dire que demain, oui, l'Afrique peut changer avec une jeunesse croissante. Pour revenir aussi au digital, je pense que ça, c'est un message aux dirigeants et aux autorités. Vous devriez former vos dirigeants au ministère de l'économie numérique ou digitale, parce que les prochains ministères et les plus gros portefeuilles importants en Afrique seront le ministère de la jeunesse, parce qu'il va falloir que vous puissiez contenir cette jeunesse, motiver cette jeunesse, encourager cette jeunesse qui représente entre 45 et 50% en 2050 de la population mondiale, donc africaine, mais également, il va falloir que vous puissiez les former aux outils numériques et d'avoir aussi, non pas un ministre qui a été parachuté dans un portefeuille dont il ne comprend absolument pas le concept et le nom du ministère de l'économie digitale. Non, le digital est le prochain virage du continent africain. Donc, formez-moi ces personnes, qui soient des personnes qui puissent s'asseoir à des tables. Envoyez-les chez Amadou Diawara. Il va vous donner une formation à l'université. À l'université, je récupère ton amende là pour le coup. Il va les former à l'université afin que demain, on puisse avoir des personnes qui puissent représenter l'Afrique. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais apporter en plus, Marguerite, pour ne pas se répéter, parce que tout est dit. L'idée, c'est d'être complémentaire et de pouvoir de faire avancer le débat. Voilà. Merci, Madeleine. Je pense que je voudrais quand même réagir sur ça parce que j'ai la chance, moi, d'être la diaspora malienne. C'est la deuxième diaspora en France, par exemple, après la diaspora algérienne. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir que moi, j'étais en déplacement, mais hier, par exemple, l'ambassade de France a organisé un cocktail au Mali et ils ont invité la diaspora. Je pense que, et dans ce que mon représentant qui a été assisté à ça, parce que je ne suis pas invité, je ne suis pas y allé, je ne pouvais pas. Et le rôle qu'ils veulent, que ce soit la diaspora qui soit aujourd'hui les ambassadeurs de cette relation qu'on peut avec l'Afrique. Je dis, ben tiens, il n'était pas tard, il n'était pas tôt. Je crois que la France aujourd'hui a compris le réveil en Afrique. Et je crois que l'Occident aujourd'hui, ils ont partagé le monde. Je crois qu'Oli l'a dit, ils ont partagé le monde. À partir du moment où ils pensent dans leur tête qu'ils ont partagé, ils avaient oublié qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je crois que la situation géopolitique mondiale aujourd'hui est en train de donner un coup de main à la diaspora. C'est-à-dire que le pays d'origine, je crois que quelqu'un a dit dans le chat, Valérie, que même l'inverse, la diaspora a peu confiance aux dirigeants. Oui, c'est une certitude absolue. Mais les dirigeants aussi ont peu confiance à la diaspora parce qu'ils pensent aussi qu'on est des espions pour le pays d'accueil. Donc, vous voyez, dans les deux cas, en fait, personne n'a confiance à cette diaspora. En réalité, chacun va nous utiliser comme il le sait.
La question importante pour nous aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, lorsque le pays de naissance et que le pays d'origine nous comprennent notre rôle important, et ça, c'est quelque chose qui, la diaspora a un rôle important. Danemark, je parle de croissance, ça, il ne faut pas le nier. Mais on dit, tout ce que je défends, la souveraineté de le Mali. Donc, c'est de dire qu'aujourd'hui, comment nous pouvons travailler ensemble pour que cette diaspora vienne participer. Pour le politique, la politique ne m'intéresse absolument pas. Mais les membres qui sont intéressés par la politique, ceux qui sont nantais, ceux qui sont dans la nouvelle stratégie, je ne vais pas oublier de marquer docteur. C'est quelque chose qu'il faut s'assumer. Et je pense que Madeleine, ce rôle-là, c'est le arrêter. Moi, toujours au quotidien, tout que je fais, Amadou, je crois bien que la connexion est un peu difficile à ton niveau. Aujourd'hui, la connexion n'est pas difficile. Je pense que ça s'entrecoupe. Oui, j'ai un problème de réseau et malheureusement, tu vas devoir passer la parole à quelqu'un parce que je pense que c'est haché. Non, ça va maintenant. C'est désagréable. Mais ça va. Ça va maintenant. Donc, je disais en fait, je vais dire aujourd'hui, on a ce complexe d'indigène, mais on en veut toujours aux autres. Mais ce n'est pas eux leur faute si nos gouvernements ne nous font pas confiance. C'est ça la question aujourd'hui. Et nous, tout ce qu'on apporte comme innovation aujourd'hui, comme solution, mais nos pays sont en train d'aller chercher ailleurs. Pas plus tard que ce matin, je discutais avec un ami tunisien. Je dis, le président tunisien vient de faire une grosse bêtise de siècle. C'est-à-dire que la grogne sociale qu'il va créer dans son pays est immense. Les Tunisiens passent leur temps dans les avions à aller chercher des marchés en Côte d'Ivoire, au Mali, dans tous les pays africains. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ne plus jamais laisser de... Et tout cela, c'est dû au fait que nous... C'est-à-dire que même les plus clairs des Africains aussi sont plus intelligents que nous les autres. En fait, ça, c'est Madeleine, cette question aujourd'hui, moi, ça me révolte parce que j'ai eu la chance de faire les mêmes écoles en France que les Français. Pourquoi ils sont plus forts que moi? Non, c'est parce que leur système dans leur pays, parce que le contexte dans leur pays, les infrastructures dans leur pays, la bonne gouvernance que tu as parlé, Marguerite, le mindset que tu as dit, en fait, tout ça fait que en fait, ces pays-là arrivent à apporter plus. Mais nous avons des génies au Mali. Je pense que quelqu'un a parlé dans les chats. Il y avait il n'y a pas longtemps au Sénégal, moi je voyais des petits frères, tout ça qui sont partis au Sénégal, des jeunes Sénégalais qui innovent tous les jours, que Dieu fait. C'est royal et c'est énorme. Donc, c'est le dire que notre plateforme d'intelligence collective aujourd'hui, elle va apporter beaucoup de choses. Elle va apporter plus de possibilités et il va surtout amener quelque chose de plus sérieux pour pouvoir donner cette visibilité à nos talents africains. Parce que c'est ça qui est important. Mais je pense que Nadège, là où on peut, moi je vais peut-être, quand j'ai des problèmes de connexion, parler, le rôle de la diaspora, c'est 54 pays qui composent l'Afrique aujourd'hui. Donc, ça veut dire que pour qu'on puisse profiter de cela, il faut qu'on profite de la diaspora des 54 pays aujourd'hui pour développer notre continent. Différents pays se sont aussi simple que ça. Je pense qu'au début, Madeleine, tu as parlé d'Amical Cabral, et quelque chose que quelqu'un dont je suis fan, souvent je porte mon chapeau, et même je pense la semaine dernière, je voyais quelqu'un avait publié sur les réseaux sociaux, je portais le chapeau. C'est de dire qu'en fait, toutes ces personnes qui ont donné leur vie aujourd'hui pour notre continent africain, que nous, on soit unis pour apporter des... C'est ça. Et attendre des autres. Notre destin en main, l'avenir du continent est dans la main de la diaspora. Évidemment, elle a souvent beaucoup de tensions. Lorsqu'elle arrive aussi, je crois que le tapis rouge aujourd'hui sont plus qualifiés, ils seront même plus intelligents ou plus... Donc, il faut que la diaspora aussi, quand elle revient dans nos pays, qu'ils baissent la tête à un moment donné, qu'ils se mettent au même niveau parce qu'ils ne sont pas mieux que ceux dans le pays. Donc, c'est pour dire que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, cette conférence, un petit truc seulement pour apporter, mais il va falloir faire plus encore, sensibiliser davantage, beaucoup plus. Et l'aide au développement, elle n'est rien. Moi, je viens d'un pays, une région. Aujourd'hui, elle vit majoritairement sur l'apport de la diaspora. C'est-à-dire, vous enlevez ce que la diaspora et de facto, le Mali n'existera pas. Donc, la diaspora malienne, en tout cas de la région de Caille, elle est très puissante, elle est très forte. La semaine dernière,
de la diaspora des Sénégalais. Nous avons parti de la Mauritanie une banque. Ça, c'est très important. Lorsque nous avons d'investissement, et nos pays, il n'y en a pas. Dans nos pays, il n'y a pas. Ce n'est que des banques. Donc, comment nous voulons nous développer? Nous voulons des avantages aux États-Unis, qui a les avantages en Danemark, qui a les mêmes avantages en France, partout. Aujourd'hui, nous allons. Prenons les. Je pense que c'est le pays où il y a le plus de Maliens. Vous avez vu, lorsque deux pays, ça fait dans quoi? En réalité, c'est le même peuple aujourd'hui. Donc, ça veut dire que même la diaspora malienne du Var, tu leur dis de venir investir au parce que ils sont ouverts, il y a un système qui peut parler de tous les mandats, de tout ce qu'on veut, mais en tout cas, on ne peut pas les reprendre. Aujourd'hui, c'est tout ça que vous regardez. Participer. Quelque chose de très dangereux ne va pas être politique, mais lorsque les gens ne soient pas de double nationalité pour pouvoir prétendre à ce suprême, là. Mais la question aujourd'hui, pour être même un simple DG aujourd'hui, il faut pas, ça ne va pas venir. C'est que la diaspora aujourd'hui, nous devons nous faire travailler. Et quand on revient dans nos pays d'origine, on ne peut pas être mieux qu'eux, c'est pas de façon. Et derrière, on doit composer, on doit faire profil bas aussi, parce que c'est une infrastructure. La réalité aujourd'hui, la démocratie. Ça coupe beaucoup là. Ça se coupe, Amadou. Voilà. Donc, je m'arrête. Ça coupe beaucoup quand même. Oui. Ouais. Ça va. Ouais. Marcelin, Oui. je crois bien que nous allons te laisser la parole. OK. Par rapport à l'apport de la diaspora au niveau Les difficultés, c'est ça? Les difficultés, c'est ça, hein? Oui, les difficultés, les doléances que vous avez aussi par rapport aux dirigeants africains. Bah, écoute, d'abord, je pense que tout a été dit, mais bon, il y a une chose aussi qui est sortie que j'ai bien aimé, la sensibilisation. Moi, je pense que c'est l'élément clé. C'est important de sensibiliser pas seulement les investisseurs, mais les Africains. Notre continent a besoin aussi d'être sensibilisé. Parce que c'est pas venir investir qui est difficile en Afrique. C'est pas envoyer des gens en Afrique pour investir qui est difficile. Mais le plus difficile, c'est de faire comprendre aussi aux Africains l'importance de comment je peux dire ça à nos politiques. Bon, c'est pas vraiment souvent on accuse les politiciens, les gouvernements. Moi, je pense pas. C'est pas les premiers. Les premiers, c'est nous-mêmes, la population. Voilà, la population, les sensibiliser, l'importance de travailler pour que ces gens-là puissent avoir l'envie de venir investir. Moi, je pense que c'est ça aussi l'élément clé. Donc, ce que je veux dire par là, il faut bien écouter un peu ce que je vais me faire comprendre, c'est que moi, je donne aussi un exemple. Ici, au Québec, les Québécois aiment beaucoup l'Afrique. Ils adorent. Avec mon expérience que je fais ici depuis 12 ans. Oui, je suis Canadien, oui, mais moi, dans mon cœur, je suis Québécois. Parce que ces gens-là, ils aiment beaucoup. Moi, je les considère comme les Africains blancs. Je le dis tout le temps. Dans les émissions télé, tout, je le dis. C'est les Africains. Ils adorent. Mais le problème, quand tu vas envers eux pour parler, la réponse qui sort tout le temps, j'ai eu un email, je viens de la Côte d'Ivoire. Ah ouais, la Côte d'Ivoire, ok. J'ai eu un email la fois dernière. Hein? Ah ouais, ok. Vous comprenez un peu? Même avec les journalistes, souvent, ils font cette blague. Mais pour moi, je rigole pas de ça. Parce que pour moi, ce n'est pas une blague.
C'est l'une des pires insultes. Vous comprenez? Disent, j'ai un email. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, l'email. Mon grand-père est un homme riche. La question du broutage. Voilà, le broutage. Non, mais c'est vrai. Les gens, ils négligent ça, mais c'est un fait. Il faut le dire. Ça a pris de l'ampleur. Donc, quand je parle de la sensibilisation, c'est sur ce point aussi que je veux venir. Parce qu'il faut beaucoup en parler. Il faut beaucoup sensibiliser sur le fait que c'est nous-mêmes, les Africains, qui sommes nos propres ennemis. Ce n'est pas les Américains, ce n'est pas les Français, ce n'est pas les Chinois, ce n'est pas les Russes qui vont nous sauver. C'est nous-mêmes, les Africains. On a un pouvoir. On est intelligents. Nous sommes des hommes forts. Nous sommes des entrepreneurs. L'Africain même est un entrepreneur né. Voilà. Donc, si on le sait nous-mêmes, là, c'est important. On peut aller où on veut. On peut créer ce qu'on veut. Moi, je suis arrivé ici, je n'ai pas fait des études en entrepreneuriat, mais ce que j'ai fait ici, les Québécois le savent, j'ai pris mon initiative, j'ai pris pour dire je vais le faire, je le fais. Donc, si moi je le fais, mes frères, ils peuvent le faire, mais le problème, c'est dans la tête. Pour qu'on soit fort. Donc, quand je veux parler des difficultés, je veux parler même des Africains, de nous-mêmes. Qu'on puisse d'abord s'entraider. Parce que tu es ici, même, tu envoies. J'ai vu des gens, des amis qui ont envoyé, qui ont voulu faire des entreprises, parcs automobiles à leurs amis, à leur famille, mais cet argent est resté dans l'eau. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça le problème. Donc, quand je parle de la sensibilisation, c'est tout ça que je vais regrouper. Donc, moi, mes doléances, c'est à mes propres frères africains, pas aux politiciens. Ce n'est pas au gouvernement que moi, je vais m'adresser. Moi, c'est à mes frères africains, mes frères sénégalais. Moi, je travaille avec les Sénégalais, je travaille ici avec les Maliens, je travaille ici avec les Camerounais, voilà. Mais c'est à mes propres frères. Même ici aussi, s'entraider, c'est faire comprendre, vous dire que nous sommes un. Nous sommes tous des Noirs. Nous sommes tous des Africains. Il n'y a pas une histoire de Sénégalais, il n'y a pas une histoire d'Ivoiriens, il n'y a pas une histoire de Maliens. Parce que quand nous sommes ici, quand nous sortons, si on a un problème, ils ne vont pas dire c'est un Malien. On ne sait pas. C'est un Africain. Donc, voilà. Donc, ma doléance, c'est ça. S'entraider et puis sensibiliser entre nous-mêmes l'importance de l'entrepreneuriat, l'importance aussi d'être vrai. Voilà. Donc, je m'arrête là. Ok. Merci. Merci encore à tous les panélistes. Je crois bien que nous tendons vers la fin de notre webinaire de l'année 2023, le premier pour le site Afrique Économie. Et donc là, je vais conclure par ces chiffres avec un marché de 1,2 milliard d'individus et la création de la plus grande zone de libre-échange au monde. Le continent africain s'engage dans une voie de développement radicalement nouvelle qui saura exploiter le potentiel que représente sa population et ses ressources. Eh bien, merci infiniment à tous nos panélistes d'avoir donné de leur disponibilité et de leur temps afin que ce premier webinaire du média en ligne Afrique Économie se réalise. Merci également à tous nos participants et merci à tous les lecteurs d'Afrique Économie de partout le monde. Merci de nous faire confiance et nous promettons d'autres conférences sur des thématiques qui contribueront à donner une autre image du continent africain. Merci infiniment. Et je tenais encore à remercier Amadou pour cette plateforme qu'il nous a donnée afin de pouvoir réaliser ce webinaire. Il y a des potentialités en Afrique et chacun est emmené à pouvoir y contribuer. Je suis fière d'être africaine et j'encourage et je suis toujours prête à pouvoir soutenir tous ceux qui valorisent ce continent. Merci encore. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup, Marcela. Si vous avez un mot de fin, je vous donne la parole à ces panélistes-là. Moi, je voudrais prendre une dernière amende quand même, si je peux me permettre. Voilà, mais moi, non, mais je suis très
Non, je suis très ému de vous entendre parler parce que ça donne de l'envie, de la motivation et surtout, ça prouve à quel point il faut échanger. Le sujet est important. Je crois qu'on a eu plus de temps de partage d'expérience et je crois qu'on n'a même pas développé le terme du panel en réalité. On a plutôt fait le partage d'expérience, on a échangé. Je crois que moi, je serai encore disponible, Nadège, pour d'autres panels parce que j'ai beaucoup à dire. Pourquoi? Parce que, comme je le dis, la situation de mon pays aujourd'hui fait que on est un petit peu dans une crise des géopolitiques mondialisées où l'avenir du monde se joue à trois niveaux. En Ukraine, l'OTAN contre la Russie, à Taïwan, l'OTAN contre la Chine et au Mali, l'OTAN contre la Russie. Et je pense que Marcel, il a dit que ce n'est pas la Russie ou non qui viendra nous sauver. Non, personne ne veut qu'il vienne nous sauver. Je crois que la vision, même aujourd'hui, la jeunesse africaine dans sa globalité, que ce soit le Mali, le Burkina, tous les Africains, le président qui n'en parle même pas aujourd'hui, on sait ce qu'ils veulent, mais ils n'oseront pas parler parce qu'ils s'accrochent à leur petit fauteuil. Mais la question aujourd'hui, c'est que nous, les Africains, c'est à nous de construire notre pays, notre continent. Mais il y a deux facteurs que nous devons travailler, c'est l'éducation et la santé. Tant que nous ne travaillons pas sur l'éducation et la santé aujourd'hui, ça va être très difficile. Mais tant que nous ne nous fédérons pas nos intelligences, et je crois que cette crise des géopolitiques mondialisées a permis de souder les Africains aujourd'hui. Et je crois que ça a permis aujourd'hui de tous les Africains, que ce soit anglophones, arabophones, lusophones, francophones, quel qu'en soit, tout le monde aujourd'hui est unanime d'une chose aujourd'hui, c'est que l'Afrique est importante. Et la diaspora aujourd'hui africaine, pour moi, c'est un continent à part. La diaspora, pour moi, c'est un continent. Elle a un rôle important à jouer. Ça va être quoi ce rôle d'apaiser à chaque fois qu'il y a des tensions parce qu'on a des intérêts de part et d'autre. Moi, je vous parle aujourd'hui, j'ai une partie de la moitié de ma famille vit aux États-Unis, l'autre moitié vit au Congo, l'autre moitié en Côte d'Ivoire, l'autre moitié en France, l'autre moitié en Guinée-Bissau, l'autre moitié en... Donc, j'ai un problème de ma famille, mes parents, mes amis vivent partout. Comment défendre l'intérêt de mon pays et de mon continent. Ça, c'est mon rôle aujourd'hui. Et je pense que c'est cette mission que je me suis donnée aujourd'hui, entrepreneur social. Et c'est comme ça que j'ai réussi à galvaniser mon équipe. C'est comme ça que j'ai réussi à les motiver. Au moment où j'anime cette conférence avec toi, mon équipe est en train de fêter les entreprises que j'ai fondées. Le temps d'aller fêter les gâteaux. Pour moi, j'ai la chance de le fêter cet anniversaire. C'était à eux de fêter leur anniversaire. C'est eux qui font le job aujourd'hui. On arrive à pouvoir déléguer aussi, à pouvoir avoir des entreprises pérennes. Et ça passe par la formation. Il y a Chairia qui dit qu'ils ont des entrepreneurs. Madeleine Confando pour le... Moi, je voudrais qu'on continue à échanger. Comment nous pouvons travailler? Comment nous pouvons faire des links? Aujourd'hui, si je vous dis que dans mon entreprise, il y a des jeunes Maliens sortis du Mali, ils ont étudié tous les fidèles que c'est au Mali, ils ne peuvent pas nous coder pour le... Ouais. Aujourd'hui, on développe des solutions et on les vend à des Américains aujourd'hui, à l'intelligence africaine. Pendant longtemps, je pense qu'on a vendu cette intelligence de la main-d'œuvre. Faire la plonge, nettoyer, etc., faire les bouillères aujourd'hui. Et l'avenir du monde, c'est en Afrique. L'intelligence est arrivée. Nos traditions, nous devons faire en sorte de les conserver. Et l'intelligence africaine. Et que l'intelligence artificielle que nous allons créer, c'est poser des problèmes à nous-mêmes plus tard. C'est la philosophie, c'est nos religions, c'est nos cultures qui vont régler ces machines-là. Aujourd'hui, c'est ça, des conférences comme ça, de partage d'expérience. Moi, je suis très Nadège parce que je savais que tu étais une excellente journaliste, tout ça, mais je ne savais pas. Sur l'Afrique, j'ai vu que même d'ailleurs tout le monde est en train de nous suivre aujourd'hui, c'est sûr qu'on va au téléphone de nos on va sur le continent, le grand. Donc, l'intelligence collective, la co-construction. Merci à tout le monde, que Dieu vous préserve. Amen. Merci, amen. Et l'équipe et moi-même, on est à ta disposition. Ce sont tes plateformes, tu fais ce que tu en veux. Merci. Merci, merci Amadou. Merci. Au revoir, merci à vous. À bientôt. Madeleine? Non, je voulais juste remercier en fait vraiment tous les panélistes, les participants.
tous les Africains. Je pense que il y a 20 ans, 25 ans, tu m'aurais dit, Madeleine, écoute, est-ce que tu veux rentrer en Afrique? Je t'aurais ri au nez. Et aujourd'hui, je sais que l'Afrique, c'est là où je désire passer le reste de mes jours. Et je suis en train de préparer ce retour parce qu'il ne faut pas se mentir. On veut rentrer en Afrique, mais il faut qu'on rentre aussi avec le confort, entre guillemets, pas le confort matériel, mais le confort de vie dans lequel nous avions déjà, que nous côtoyons en général. Donc pour ça, eh ben, je fais tout à mon niveau, à mon petit niveau. Moi, je pense que l'apport de la diaspora sur l'économie africaine, c'est déjà premièrement cette prise de conscience que nous avons tout à transformer. Vous savez qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire des prévisions sur le continent africain. Ils ont déjà ils ont déjà une mainmise sur nos ressources, hein, que ce soit des ressources halieutiques, des ressources minières, des ressources, tout ce que tu veux. Mais l'Africain doit se sentir concerné. On ne doit plus laisser aux dirigeants la possibilité de diriger lorsque eux-mêmes ont failli et ne sont pas dans cet esprit panafricain que nous devons tous, à mon avis, habiter. Parce qu'aujourd'hui, dire que nous sommes africains, c'est plus suffisant. C'est plus suffisant. Il faut plus qu'être africain. Il faut être un acteur du continent africain. Parce que c'est cette génération, et j'ai bien aimé ce qu'a dit Amadou, il a dit que les générations qui viennent par la suite, pour ma part, ma fille est métisse, comme celle de Marguerite, et moi, elle est moitié européenne et moitié africaine. Si moi, Madeleine, sa mère, je ne fais rien, je ne vais pas lui donner la motivation et le désir demain de pouvoir faire. Et ses enfants encore moins, et c'est comme ça qu'on aura perdu. Alors qu'on a la possibilité aujourd'hui, c'est maintenant, c'est now, c'est pas demain, de pouvoir faire avancer le continent. Donc voilà, moi, ma contribution, c'est aujourd'hui, c'est tout ce que je peux faire pour permettre de transformer le continent africain. Je le ferai et je le ferai vraiment de tout mon cœur, de toute mon âme et vraiment de tout mon esprit. C'est-à-dire que j'ai eu une éducation. Aujourd'hui, on a été à l'école comme eux, on a grandi avec eux, on a été enseigné par eux. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de pouvoir apporter toute cette richesse qui, pour la plupart, a été aussi un peu, on va dire, pas déplacée, mais je dirais, parce que je suis une croyante et je suis une fervente croyante, hein, je dirais que c'est une grâce que nous avons eue d'avoir eu cette partie d'éducation en Europe pour pouvoir maintenant être en mesure de pouvoir transformer. Parce que c'est bien, mais il faut transformer. Et ce que disait Marguerite tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé aussi. Elle disait, oui, le business, il faut qu'il soit sustainable, il faut transformer. Voilà, c'est pas tout de dire, oui, je suis africain, je suis au Bissau-Guinéenne, oui, c'est bien, mais qu'est-ce que tu fais pour ton continent? Mais d'abord, à échelle de ton pays, qu'est-ce que tu fais pour ton pays? Et qu'est-ce que tu fais maintenant pour le continent africain? Voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés, Nadège, il y a quelques années, tu te souviens, je venais en Côte d'Ivoire et tout de suite, ça a matché. Parce que tu as vu que, bien évidemment, que je vivais en Europe, j'avais le confort que tu voulais, mais… C'est une chasseuse de tête, hein. C'est une chasseuse de tête. Hein. Moi, je balance en Nadège et essaie de trouver les bonnes personnes. On nous avait caché ce talent-là. Et donc, du coup, voilà. Et vraiment, j'ai vraiment, c'est un point d'honneur pour moi. C'est un point d'honneur d'être en mesure de pouvoir apporter ce que j'ai reçu en Europe et de faire en sorte que ça profite aux Africains maintenant. Voilà. Merci. Merci, Madeleine. Marguerite, un mot de fin. Alors, moi, je vais déjà remercier Nadège pour ce travail fantastique. Moi, je suis une fan de ton travail. Chaque post que tu as posté sur Facebook, j'ai liké. Même si je ne sais pas ce qui se passe, je like d'abord, après je lis. Alors, j'apprécie ton travail et tu travailles avec le cœur. C'est cette plateforme-là que tu nous donnes. Moi, I don't take it for granted. Parce que ces discussions-là, c'est des discussions qu'un État, un gouvernement, des institutions spécialisées doivent mettre sur place, mais ils ne le font pas. Mais c'est des initiatives personnelles. Tu te mouilles la chemise pour cette communauté-là. Et moi, j'apprécie énormément. En tout cas, merci pour le travail. L'autre élément, Amadou, il faut que je fasse partie du cluster. Tout le monde est dedans. Moi aussi, je dois être dedans.
je ne comprends pas tout du cluster, mais ce que j'ai entendu, je suis dedans parce que je pense que déjà, moi, je consomme africain d'abord. Je consomme africain d'abord. La plateforme que tu as là en ce moment, je paye Zoom, je paye d'autres plateformes pour la publicité. Pourquoi je dois leur payer? J'aimerais bien tout payer à la place. En toute honnêteté, j'aimerais bien tout payer à la place parce que je l'expérience et je trouve que ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Maintenant, je vais vous inviter. Regarde-moi ça. Non, il faut que tu dois facturer. Tu dois facturer un niveau. Tu vois, moi, j'aime bien. Il faut facturer un niveau. Ah, elle est sustainable. Il doit y avoir de la production. Attention, n'oublie pas, Amadou. Elle dit qu'il y ait du business pour générer des sous. Ouais. Ah, on va travailler sur ça. On va parler en offre. On va parler en offre. Et l'autre point, c'est de vous inviter au Africa Trade Show. C'est l'un de mes salons qui se déroule à New York. Oui. Le thème, c'est le Made in Africa. Moi, je pense que c'est important de voyager. On a cette conversation-là parce que nous, on a voyagé aujourd'hui. Et l'Afrique a eu son indépendance parce qu'on a voyagé dans la guerre et on a commencé, le réveil s'est fait. Pour moi, c'est important pour que l'Afrique sorte de l'Afrique. On ne peut pas rester en Afrique, comme disait Fatou Diom, et les gens viennent juste nous visiter comme dans un zoo. C'est extrêmement important que les entrepreneurs d'Afrique sortent du continent, qu'ils aillent compétir ailleurs et revenir. Ça crée une valeur ajoutée. On dit le voyage forme la jeunesse. Du coup, avec le Africa Trade Show, ce que je fais, c'est un salon. Je voyage dans le monde avec ce salon-là. On a fait Dakar, on fait New York, on ira à Bruxelles, on ira à Séoul. C'est pour que les Africains puissent sortir du continent, aller découvrir d'autres zones et aussi se mesurer à d'autres business et apprendre. So, je vous invite tous. J'espère que vous allez venir me soutenir, que vous allez venir soutenir le Made in Africa pour qu'on positionne. C'est au mois de juillet, du 21 au 23. C'est clair, je viens. Fantastique, fantastique. So, ça, c'était l'invitation. Et mon dernier point, c'est de vendre le rêve africain. Il faut qu'on vende le rêve africain. Regarde, moi, je serai juste un Big Mac et puis c'est bon, je suis là. Je suis pas ça, c'est facile. Ça, c'est facile. Alors, je te donne plein de Big Mac, il n'y a pas de souci. mais vendons le rêve africain. Vendons le rêve africain à nos enfants. Mon fils, il pense que le Sénégal, c'est le paradis. Je l'ai emmené plusieurs fois. Il aime tellement que quand j'ai envie de le consoler, je lui dis, je t'emmène au Sénégal. Et là, il est content. So, vendons le rêve africain aux Africains et vendons le rêve africain au reste du monde. Parce que si on ne le fait pas, comme disait Madeleine, c'est une génération de perdus. On aura perdu tellement de générations au monde, en fait, à l'Occident. Et quand on parle d'Afrique, il ne faut pas oublier les Afro-Caribéens, il ne faut pas oublier les Afro-Américains, les Afro-Européens et les Afro-Asiates. On doit se réveiller envers ces communautés-là. Et c'est réel quand on fait la Jamaïque, ces pays-là, c'est des Africains. Ils ont envie de connecter avec nous. Pourtant, nous, on est fermés à ces zones-là. On est vraiment ouverts à l'Amérique et autres. Mais il y a ces Afro-Caribéens qui existent, qui est une communauté aussi qu'on doit accueillir en Afrique. Voilà, en tout cas, j'ai un réel plaisir d'avoir participé à ce panel et bon vent à Nadège, à tout ce que tu fais, à tous les panélistes aujourd'hui. Merci. Merci à tous. Merci encore à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je suis très heureuse de tous ces participants qui ont pris part à écouter et à avoir aussi beaucoup d'expérience de nos panélistes. Chapeau à tous ces panélistes-là, vraiment. Je suis très heureuse de vous avoir eu comme panéliste à ce webinaire. J'ai tenu à le faire avec ces grandes têtes-là parce que vous avez apporté beaucoup aussi dans ma carrière professionnelle. Merci encore. Et puis, je vous invite aussi à suivre notre site www.afriqueeconomie.net. Nous avons des pages aussi, la page Facebook Afrique Économie et on a un compte Twitter. Vous pouvez aussi aller sur ces différents liens. Merci encore. Et puis, on se dit qu'on aura d'autres thématiques encore pour montrer encore que le continent africain a du potentiel à montrer aux yeux du monde. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Je ne sais pas comment on ferme le...